Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de janvier. Dans ce point lecture, du coup, j'ai 3 romans ainsi que 3 séries graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Félicratie par H. Lenoir, c'est publié aux éditions Sarbacane. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Changer l'eau des fleurs par Valérie Perrin. Et côté roman, je terminerai avec ma lecture de Piranèse par Susanna Clark. Et puis côté graphique, je vous donnerai mon avis sur le tome 5 de la bande dessinée La boîte à musique, sur le comics La fille de la mer, et enfin sur les 2 premiers tomes de la série de manga Bright Stories. Du coup, on va démarrer tout de suite avec Félicratie par H. Lenoir, c'est publié aux éditions Sarbacane. C'est un roman que j'avais déjà vu passer, qui m'intriguait plutôt bien, et il s'est retrouvé dans les 25 sélectionnés pour le PLIB. Et du coup, ouais, c'était l'occasion de le découvrir. J'étais plutôt bien partie pour le découvrir, ça m'intriguait pas mal, mais c'est vrai que j'avais pas forcément eu l'occasion de mettre la main dessus, sauf que je suis passée à ma médiathèque, enfin à la médiathèque de la ville où je suis en ce moment, et il l'avait, donc voilà, du coup j'en ai profité pour le prendre. Alors je suis désolée parce que déjà c'est une couverture qui est très, qui a beaucoup de reflets. En plus ils l'ont plastifié et en plus j'ai la ring light, donc voilà, je suis vraiment désolée si je vous éblouis un peu avec ce livre. Dans cette histoire, on a Yacine qui est un jeune garçon qui a 16 ans, qui vit à Paris. Sauf que c'est pas tout à fait le Paris qu'on connaît, puisqu'en gros il y a eu une invasion extraterrestre il y a plusieurs années. Et que les extraterrestres ont en gros décimé 99% de la population humaine pour n'en garder vraiment qu'une toute petite partie qu'ils utilisent gentiment comme animaux de compagnie parce qu'ils les trouvent rigolos, parce qu'ils ils trouvent ça super chouette que les humains aient des cheveux et du coup on puisse faire absolument tout et n'importe quoi avec leurs cheveux. Enfin voilà, globalement ils servent d'animaux de compagnie. Les extraterrestres les habillent avec des combis pyjamas en pilou-pilou et ils n'ont pas le droit de faire grand chose. En plus, globalement, ils comprennent pas ce que les extraterrestres racontent parce que bien sûr, ils ne parlent pas français ni anglais. Ils parlent une langue extraterrestre. Et les extraterrestres ont une faiblesse qui est les poils de chat. Ils sont extrêmement allergiques aux poils de chat, c'est-à-dire que globalement ça les fait exploser. Yacine, du coup, lui, il vit un peu sa vie, il s'est fait à l'idée que voilà, qu'il était gentiment un animal de compagnie. Il se dit qu'il s'en sort pas trop mal parce que globalement ces extraterrestres habitent dans un bel appartement, qui lui demandent pas grand-chose à part d'être un gentil animal de compagnie, qui ne fait donc rien. Mais voilà, il se dit bon voilà, qu'il n'est pas le plus à plaindre. Sauf que va arriver une nouvelle humaine de compagnie et cette jeune fille là, on va dire qu'elle n'a pas tout à fait la même vision des choses que Yacine. Elle a réussi à survivre pendant très longtemps dans la nature et du coup elle n'est pas du tout ok avec l'idée de devenir un animal de compagnie en combinaison pilou-pilou pour le restant de ses jours. Et en plus de ça, ils vont pas très longtemps après découvrir des chats, plus exactement une chatte avec sa portée, et donc là ils se disent que voilà, c'est l'occasion, il faut qu'ils s'enfuient et que ça va être ouais, vraiment l'occasion pour eux de changer de vie. C'est une histoire qui, du coup vous l'aurez compris, est quand même assez loufoque, assez barrée, et puis mais qui va avoir derrière tout ce côté très très loufoque et un peu sorti de nulle part, on va finalement avoir des aspects qui sont vraiment réfléchis, qui sont vraiment intelligemment creusés, notamment par rapport à la linguistique extraterrestre. Franchement, si vous avez aimé cet aspect là, je sais pas, dans Arrival, dans le dernier livre de Christopher Paolini, Idealis, etc., ce côté dialogue avec l'extraterrestre où on essaye de comprendre comment est-ce qu'il communique, etc. En fait c'est quelque chose qu'on retrouve complètement dans ce roman-là et qui m'a franchement plu. Les personnages sont vraiment attachants, c'est un roman dans lequel il y a un tout petit soupçon de romance qui va concerner certains personnages, mais on n'a vraiment pas une grosse romance en plein milieu, un peu sortie de nulle part alors qu'ils sont en plein contexte d'apocalypse, etc. Parce que clairement les extraterrestres ont déclenché une apocalypse, hein. Plus rien ne ressemble à ce qu'on a connu. Voilà, et c'était vraiment un roman qui était donc à la fois très barré et très bien fait sur certaines choses. Donc ouais, c'était vraiment chouette, j'ai trouvé les personnages intéressants, on suit du coup plusieurs personnages qui n'ont pas tous la même vision des choses, et ouais, c'était vraiment sympa. Et puis donc il y a forcément aussi un gros côté de survivalisme, puisque du coup ils vont décider de s'enfuir, ils vont rejoindre des humains qui vivent un peu à l'écart. Donc ouais, la survie c'est quelque chose qui est aussi très très présent dans ce roman là, et pareil c'est un point
point sur lequel tout a été construit de manière vraiment cohérente. Le petit défaut que j'aurais à dire à ce roman, c'est par rapport à la fin, où j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui étaient peut-être un petit peu faciles, certaines résolutions peut-être un petit peu trop faciles. Globalement il y avait plein de choses hyper chouettes, mais peut-être dans la toute fin, certaines choses où on se dit bon, par rapport à l'énormité de l'enjeu qu'ils avaient face à eux, je trouve qu'ils s'en sortent un petit peu trop bien. Voilà. Mais sinon ça est vraiment un récit que j'ai trouvé vraiment sympa, qui est très barré, qui m'a vraiment fait rire, c'était vraiment une bonne surprise. Voilà, je m'attendais pas à passer un aussi bon moment avec, et ça a vraiment bien fonctionné avec moi. Du coup je lui ai mis la note de 17 sur 20, n'hésitez pas à le découvrir si ça vous tente. Ensuite, j'ai donc lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors, je vous le présente pour ma part dans l'édition du livre de poche, mais en fait, je l'ai assez peu lu en papier. J'ai lu, on va dire peut-être les 3/4, je pense quasiment, en version audio, puisqu'il est sorti chez Audiolib. La lecture audio est vraiment très très chouette d'ailleurs, et je sais plus par qui elle est faite, j'ai plus le nom de l'actrice en tête, mais bref, la lecture audio est vraiment très sympa. Et du coup c'est un roman que j'avais depuis longtemps dans ma pile à lire, puisqu'il est dédicacé d'un salon du livre de Saint-Maur-en-Poche, et je crois que ça date genre de 2019 peut-être. 2019 c'est ça. Donc ça faisait quand même quelques temps qu'il était dans ma pile à lire, qui m'intéressait mais que je ne me lançais pas, et finalement voilà, le livre audio ça a été le bon truc pour me lancer, parce que c'est quand même une petite brique qui fait quand même 600 pages. C'était la première fois que je lisais un roman de Valérie Perrin, et j'ai bien aimé. Mais dans ce récit-là, du coup, on suit l'histoire de Violette, qui est garde de cimetière. Elle a vécu en fait pendant longtemps avec son mari, Philippe Toussaint. Au départ, ils étaient gardes barrières dans l'est de la France. Ils s'occupaient du coup de lever et d'abaisser les barrières de train. Et puis la barrière qui était une des dernières barrières manuelles est finalement devenue automatique. Ils ont dû changer de vie et ils sont devenus finalement gardes cimetière. Sauf que nous, à l'époque où on les suit, Violette Toussaint, elle est toute seule dans son cimetière, et elle est globalement voilà, avec ses petites habitudes, les fossoyeurs avec lesquels elle cohabite, le curé qui fait beaucoup de... Enfin, qui gère pas mal de choses, etc. Puis voilà, on suit un petit peu son petit quotidien, son petit train-train. Et on va assez vite comprendre que Violette, elle a quand même pas mal de blessures du passé, qui lui arrivaient pas mal de choses difficiles, et elle va finalement un petit peu raconter tout ça, on va revoir un petit peu tout ça, avec des passages de sa vie à différentes époques, etc. En sachant que c'était une enfant placée, enfin voilà, pas mal de choses quand même. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était touchant, j'ai beaucoup aimé, enfin je l'ai trouvé vraiment tendre dans ses relations humaines, et notamment avec les personnes qu'elle côtoie tous les jours au cimetière. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui étaient touchantes, les histoires, ouais c'est ça, les histoires autour d'elle, tout ça, ça m'a plu. Après par contre, le défaut pour moi qu'il y a dans ce roman, c'est pas tellement qu'il est trop long, mais je dirais peut-être plus que pour moi Valérie Perrin a voulu trop expliquer les choses. C'est-à-dire qu'en fait on finit par se rendre compte qu'il n'y a absolument rien qui est dû au hasard dans ce récit. C'est-à-dire que nous on pense qu'ils sont devenus gardes cimetière juste comme ça, en fait non, il y avait une explication. Et puis derrière cette explication il y a encore une autre explication. Et c'est comme ça en fait pour toutes les choses, et je trouve ça finalement un petit peu dommage. Il y a eu on va comprendre assez vite aussi qu'il y a eu un très gros accident, mais finalement en fait c'est pas un accident, c'est ça. Et j'ai trouvé en fait que tout était expliqué, et que parfois il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées autant. Alors moi déjà je suis pas quelqu'un forcément qui a besoin de fins où on explique tout dans les récits, etc. Les fins ouvertes en général ça me gêne pas beaucoup, mais même pour quelqu'un qui a besoin d'avoir des explications, on peut quand même avoir des choses qui sont dues au hasard. Je veux dire, elle peut plus être garde barrière, le fait qu'elle devienne garde cimetière parce que il faut bien qu'elle travaille quelque part, voilà, pour moi ça n'avait pas besoin d'être plus expliqué que ça. Et en fait si tout est expliqué, tout, et finalement en fait ça rajoute à chaque fois des choses qui, au lieu que ce soit juste lié au hasard, en font des choses qui sont finalement de moins en moins cohérentes, et peut-être aussi de moins en moins touchantes, et ça rajoute des choses un petit peu dramatiques, etc. Et pour moi je trouvais que c'était pas nécessaire, et ça m'a un peu sorti de l'ambiance touchante dans laquelle j'étais, parce que voilà, c'est trop expliqué en fait. Et c'est dommage parce que c'est un récit qui je pense m'aurait beaucoup plu s'il y avait moins eu tout ça. Si le récit avait été juste simplifié, je pense que ça m'aurait plus plu, que ça aurait eu un côté peut-être plus authentique. Et ouais, du coup je trouve ça un peu dommage. Vous pouvez penser du coup que mon avis est assez négatif, c'est pas le cas, hein. J'ai mis la note de 15 sur 20 à ce récit, donc ça a été vraiment une bonne lecture, j'ai apprécié la faire, je regrette pas du tout de l'avoir découvert, mais c'est juste que c'est un récit
alors c'est un récit qui a touché beaucoup de gens, qui a fait pleurer beaucoup de gens. Je crois pas qu'il m'ait fait pleurer, je pense qu'il m'a ému forcément à certains passages. Mais pour moi, ce récit-là, il avait beaucoup de potentiel à m'émouvoir encore plus s'il avait été plus simple. Et voilà, c'est un petit regret par rapport à ça. Donc du coup, oui, je lui ai mis la note de 15/20, ça a été une bonne lecture. Je redirai du Valérie Perrin, je pense. Ouais, voilà. Ensuite, changement complet de genre, en même temps je pense que c'est un récit auquel il n'y a pas grand chose qui ressemble. C'était un peu le cas avec Félix Rassi, mais peut-être encore plus avec Piranèse du coup, par Susanna Clark. En fait j'ai été attirée juste par cette couverture super jolie et par le petit bandeau au-dessus, alors que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais c'est à dire qu'en fait quand j'ai vu la couverture, je me suis dit oh ça a l'air très chouette, et la couverture fait penser à Circé de Madeline Biller, que j'ai beaucoup aimé. Et puis à ce côté mythologique, etc. que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, juste au-dessus, c'est écrit une lumineuse prouesse littéraire par justement Madeline Miller. Donc je me suis dit, bon, Madeline Miller, du coup, pour moi, c'est un peu genre la queen en matière de romans sur la mythologie. Et du coup, je me suis dit, ok, ça marche, on va tenter. Puis du coup, c'était aussi à la médiathèque. Donc bah, c'est parti, on va tenter. J'aime beaucoup aussi Sarah Bas. Et du coup, je me lance dans ce récit. Et honnêtement, j'ai cru que j'allais abandonner au bout de 3 pages. L'écriture est assez particulière. En fait, dans ce récit-là, alors c'est compliqué à résumer, mais en gros, dans ce récit-là, on suit donc un jeune homme qui s'appelle Piranèse. En fait, il s'appelle pas Piranèse, c'est le nom qu'on lui donne. Il sait que c'est pas son nom, mais c'est le nom qu'on lui donne, et c'est un jeune homme qui globalement ne se souvient pas de grand-chose. Et donc du coup, voilà, tout le monde appelle... Enfin, il est appelé Piranèse par l'autre personne qui vit avec lui, donc il s'appelle Piranèse. Ce jeune homme, il vit dans un grand palais qui a un côté très labyrinthique. C'est un palais où on a l'impression qu'en fait il ne finit jamais. C'est un palais qui est en bord de mer, et puis en fonction des marées, il y a plus ou moins de salles qui sont immergées. Je crois qu'il est sur 3 étages. Le bas en fait est très souvent sous l'eau en fonction des marées, etc. C'est accessible que certaines heures du coup. Ensuite il y a l'étage principal où ils vivent, et puis enfin il y a l'étage qui est plus extérieur, qui est plus relié du coup aux airs, et qui est un étage dans lequel ils vont finalement aussi assez peu. Donc voilà, finalement il reste à son étage, et puis il vit globalement seul. Il y a un autre personnage beaucoup plus âgé qui s'appelle juste l'autre. Il connaît pas son nom, donc il s'appelle juste l'autre. Qui vit aussi là, mais qui croise pas très souvent, qui croise en gros quelques fois dans la semaine à des horaires assez précises parce qu'ils doivent se croiser, etc. Et voilà, finalement, sinon Piranèse, il vit dans cette sorte d'immense dédale de pièces à n'en plus finir, dans lesquelles il explique qu'il est allé jusqu'à, en gros, qu'il a son point de repère, ces pièces dans lesquelles il vit le plus, et puis qu'il est allé jusqu'à, je sais plus... 180 peut-être pièces dans telle direction. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui semble complètement infini, et du coup il sait pas s'il y a d'autres personnes qui vivent ici, il sait rien, et en fait il a des carnets, et il va se rendre compte que dans ces carnets il y a des incohérences. Qu'il y a des choses qu'il comprend pas, qu'il y a des mots qui ne lui parlent pas alors qu'il les a cités à d'autres moments dans ses carnets, que dans ses carnets il fait référence à certaines choses dont il a aucun souvenir, qu'il fait référence à d'autres carnets qu'il n'a pas en sa possession, et qu'il ne se souvient pas avoir écrit. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui commencent à immerger, et puis d'autres personnages qui vont commencer gentiment à entrer, et Piranèse finalement se pose beaucoup de questions. Et derrière ce côté du coup très inspiré quand même de la mythologie, des grands labyrinthes, des grands palais, un peu fantasmagorique, ce genre de choses, on va découvrir autre chose. On va découvrir un lien avec la réalité. Ouais, voilà, c'est un récit qui est vraiment très particulier, mais comme je vous le disais, j'ai failli l'abandonner au bout de 3 pages. Pourquoi ça, et pourquoi alors, je suis très contente d'avoir poursuivi, hein, j'ai beaucoup aimé, mais... pourquoi j'ai failli abandonner au bout de 3 pages, je sais pas si vous allez le voir, si vous allez vous rendre compte, mais en gros, voilà à quoi ressemblent les premières pages. Il y a des majuscules absolument partout. En fait, à chaque fois que Piranèse fait référence à quelque chose qui concerne son palais, que ce soit, je sais pas, une salle, une statue, puisqu'il y a énormément de statues, et notamment de statues qui font référence à la mythologie, enfin voilà, à chaque fois en fait qu'il fait référence à quelque chose du palais, il emploie une majuscule. Sauf que, forcément, dans le premier chapitre, eh bien, il nous explique où il vit. Donc, il y a des chapitres, enfin, il y a des majuscules absolument partout. et ouf, c'est pas du tout quelque chose que j'aime.
ça me gêne, enfin je sais pas comment dire, oui, ça me gênait beaucoup et du coup je suis allée voir un peu plus loin, j'ai vu que ça se calmait beaucoup parce qu'en fait forcément l'histoire se met en place donc il y a de moins en moins de descriptions, il y en a toujours mais il y en a moins. Et ouais, c'est quelque chose, si vous êtes comme moi un peu sensible à ça, essayez de faire avec et de passer au-dessus parce que franchement c'est un récit qui est hyper intéressant, qui ressemble vraiment à rien d'autre. Si vous avez lu Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, vous savez, il y a une sorte d'explication autour de tout ça qui explique pourquoi est-ce que le personnage se retrouve dans ce truc un peu bizarre. Finalement, c'est un côté un petit peu qu'on retrouve avec Piranèse où il va y avoir une explication. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé du coup tout le début, enfin le début après les 5 premières pages. J'ai beaucoup aimé du coup ouais, cette première partie du récit dans laquelle voilà, juste Piranèse vit dans son dédale immense de labyrinthe, etc. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé que c'est un personnage hyper intéressant. Et puis finalement ensuite on bascule un petit peu sur autre chose et c'était intéressant aussi, c'était très surprenant, je m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a peut-être moins plu en termes d'ambiance, mais franchement je m'attendais pas du tout à ça, c'était une grosse surprise. Et c'est un récit dans l'ensemble que j'ai vraiment, vraiment apprécié. C'était ouais, c'était super particulier, c'est difficile à rattacher, enfin c'est difficile à expliquer, c'est un roman profondément original en tout cas. J'ai vu ces derniers temps qu'il y avait pas mal d'autres booktubers, je crois que c'est Paper Palace et puis Cornelius je crois, qui l'ont lu et qui ont beaucoup aimé aussi. Allez peut-être voir aussi leurs avis pour vous donner une idée, mais vraiment j'ai trouvé que c'était un roman très chouette et je pense que j'avais jamais lu de roman comme ça et que je relirais pas un roman comme ça de sitôt. Donc ouais, vraiment une belle découverte, complètement par hasard dans les allées de la médiathèque, je l'avais jamais vu nulle part, mais vraiment c'était très sympa. Donc voilà. Ensuite, côté graphique, du coup tout d'abord j'ai lu le tome 5 de la bande dessinée La boîte à musique, donc Les plumes d'Aigle douce. C'est par J.J. et Carbone et c'est aux éditions Dupuis. La boîte à musique, du coup, c'est une série que je suis depuis 4 ans et demi, puisque j'ai lu le premier tome vraiment très peu de temps après sa sortie. J'ai ensuite acheté chaque tome à peu près au moment de sa sortie et je l'ai lu à peu près à ce moment-là. C'est la première fois que je mets aussi longtemps à lire un tome que j'achète. Ça m'est arrivé d'en lire voilà, le jour de la sortie. Donc c'est vraiment une série que j'aime vraiment beaucoup, la boîte à musique. Je trouve que les dessins de J.J. sont incroyables et que l'univers créé est incroyable aussi. Les personnages sont sympathiques, mais du coup c'est des personnages enfants, donc bon voilà, ils sont sympas, ils sont mignons. Et du coup donc dans cette histoire on suit l'histoire de Nola, c'est ça, de Nola qui est une jeune fille qui va trouver une boîte à musique chez elle et qui va se rendre compte en fait que cette boîte à musique est une sorte de portail pour aller dans un autre monde, pour aller donc à Pandorian. Et elle va également se rendre compte que tout ça est lié en fait avec sa mère qui avait également cette capacité à se rendre à Pandorian mais qui est décédée. Et donc du coup on la suit finalement dans toutes ses aventures. Ce tome 5 était présenté comme étant la fin d'un cycle. Alors honnêtement, oui, mais c'est pas du tout une fin d'histoire. Hein. On comprend juste qu'on va potentiellement changer de direction pour la suite, mais vraiment c'est pas du tout une fin. Et du coup je sais pas sous quel délai ce sera fait, je sais pas si ce sera toujours avec J.J. au dessin. J'espère parce que franchement ces planches... je les trouve magnifiques. Après, à chaque fois, du coup, dans chaque histoire, il y a dans chaque récit, même s'il y a une grande histoire de fond, à chaque fois, dans chaque récit, il y a une petite histoire qui est rattachée à ce tome en particulier. Et dans ce tome-ci, je l'ai trouvé peut-être un petit peu simple. Ça reprend des thématiques qu'on a peut-être déjà vues dans d'autres tomes, voilà, avec... donc, ils ont besoin d'un ingrédient qui est la plume d'aigle douce et... en fait on se rend compte que c'est assez difficile et que pour l'obtenir il faut globalement tuer un aigle doux. Et donc voilà, on revient un peu sur des thématiques d'aimer la nature, de la préserver, d'y faire attention, etc. C'est des choses qui avaient déjà été mentionnées dans d'autres tomes. Donc même si c'était sympa, c'est vrai que cette histoire-là en soi m'a pas plus charmé que ça. Par contre, comme je vous disais, voilà, les dessins, moi je suis hyper fan. Hein. J'aime vraiment beaucoup le style de dessin de J.J. Donc voilà, du coup ce tome 5, je lui ai mis la note également de 15/20. Ensuite, j'ai lu La fille de la mer par Molly Knox Ostertag. Il est sorti fin janvier, je l'ai lu assez rapidement dans la foulée. J'ai beaucoup aimé. Ça a été un petit coup de cœur. Du coup c'est mon deuxième de l'année, ça a été assez rapide hein, après Concrète Rose que je vous avais présenté dans le dernier point lecture. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce récit. Alors Molly Knox Ostertag avait déjà
sorti, et ça avait déjà été traduit en français chez Kinaï, la série Le Garçon Sorcière, que j'avais beaucoup aimé aussi, qui était en 3 tomes. Ici pour La Fille de la Mer, on est vraiment sur un one shot, donc sur une histoire complète en un seul volume. Et voilà, vraiment c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. On y suit l'histoire du coup d'une jeune fille, ouais, c'est ça, qui s'appelle Morgane, qui a 15 ans et qui vit globalement dans une petite île et qui a une vie assez pépère, qui a décidé de ne pas tout dévoiler d'elle, de vivre sa vie de manière assez tranquille pour pouvoir ensuite partir à l'université et devenir en gros qui elle veut être à l'université. Sauf qu'elle va faire la rencontre d'une jeune Selkie. Donc dans la mythologie, les Selkies ce sont des jeunes filles qui peuvent prendre une peau de phoque et se transformer en phoque en gros. C'est une sorte de sirène phoque si on veut. Et en fait cette jeune Selkie et Morgane vont être directement liées. Et la jeune Selkie forcément elle est assez particulière quoi. C'est pas tout à fait une jeune fille comme les autres. Et finalement ça va un peu chambouler les plans de Morgane qui étaient donc de vivre sa petite existence tranquille. Et c'est pas tout à fait ce qui va pouvoir se passer. Et c'était vraiment hyper touchant, j'ai beaucoup aimé. J'aime vraiment bien le style de dessin de Molly Knox Ostertag avec des dessins assez simples et colorés avec des jolies couleurs, etc. C'était vraiment super sympa. Je vais essayer de vous trouver des jolies planches. Elles sont toutes jolies, hein, mais... hop. Voilà. Donc voilà, du coup on a vraiment ce côté insulaire en plus, moi que j'aime vraiment beaucoup, de manière générale dans les récits. Et c'était super chouette, c'est classé du coup en aventure romance. Et c'était super sympa, donc il fait 256 pages, il coûte 20 €, c'est vraiment un super beau récit, c'est un récit super touchant, ça parle beaucoup d'acceptation de soi et aussi du regard des autres, ça parle de famille, ça parle d'amitié, ça parle de coming out aussi, ça parle voilà, de cette histoire d'amour un peu folle qui va naître entre elles, et vraiment c'était un récit super touchant et j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande très chaudement, et ouais, vraiment une très chouette découverte. Et du coup pour terminer je vais vous parler des 2 premiers tomes de la série de manga Bright Stories. C'est par Kaoru Mori, et alors pour le coup en fait je les ai pas lus en janvier, je les ai lus en février, mais il faut que je passe à la médiathèque pour les rendre avec les romans, donc du coup, voilà, je vous les mets ici. Alors Bright Story c'est une histoire, enfin c'est une série de manga dont j'entendais parler depuis longtemps, qui me tente depuis longtemps, notamment parce que c'est du manga historique avec des dessins hyper détaillés et super jolis, exactement le style de dessin que j'aime, en sachant que j'aime beaucoup les récits historiques de manière générale, donc voilà, je savais globalement que c'était un récit qui allait me plaire. Et c'est un récit donc Bright Story dans lequel on va suivre finalement pas mal de jeunes femmes, de jeunes mariées comme le titre l'indique, et on va suivre leurs histoires dans différentes cultures, etc. Alors le défaut c'est que du coup on a finalement un personnage principal qui est, enfin un personnage qui est pas du tout principal dans ces récits-là, qui est un personnage secondaire dans ces 2 premiers tomes, qui est un aventurier en gros, et c'est lui qu'on va suivre après au fil des tomes. Je crois qu'il y a 13-14 tomes, quelque chose comme ça. C'est une série qui est quand même assez longue. C'est aussi pour ça que je ne m'étais pas encore lancée, que je les avais pas achetés, mais finalement je suis très contente de pouvoir les lire en médiathèque, et il faut vraiment que j'aille chercher la suite. Et du coup donc on va suivre finalement à travers lui donc des mariés dans différentes cultures. Pour ces 2 premiers tomes du coup on suit un duo de personnages qui s'appelle Amir, elle a 20 ans et en fait elle a été envoyée dans le clan voisin pour être mariée, sauf qu'en fait elle va se retrouver mariée avec Karluk qui est un ado qui a 12 ans. Et du coup ouais, ça peut paraître un peu bizarre quand même. Après bon là c'est une autre époque aussi, une autre culture, mais finalement on a ce personnage d'Amir qui est un personnage vraiment débordant de joie, etc., qui fait tout pour s'intégrer à sa nouvelle vie et qui est très curieuse de tout, et qui forcément parce qu'elle vient d'un autre clan et que du coup elle n'a pas exactement la même culture qu'eux, il y a des choses chez elle qui paraissent un peu bizarres chez les autres. Par exemple c'est une jeune femme qui tire à l'arc, qui monte très bien à cheval, etc., et c'est des choses qui paraissent un peu bizarres pour une femme là où elle atterrit, mais elle atterrit dans une famille qui est vraiment très bienveillante autour d'elle, et vraiment c'était très chouette à lire. Les dessins sont vraiment superbes, et ouais, c'était vraiment très sympa. Donc dans ces 2 premiers tomes de la série, c'est eux qu'on suit, sauf qu'on comprend que c'est plus eux qu'on va suivre dans la suite. Alors je crois qu'on va revenir sur eux dans quelques tomes, mais c'est vrai que c'est un peu triste parce que du coup je m'étais beaucoup attachée à ces 2 personnages, et j'aurais bien aimé voir la suite de leur histoire, parce que du coup ils essayent un petit peu finalement
de s'apprivoiser, de commencer à vivre ensemble, etc. Alors que bon, c'est quand même assez particulier, ils sont super jeunes, enfin lui surtout. Et voilà, mais c'était vraiment un chouette récit, et du coup les dessins sont hyper détaillés, hyper foisonnants, et c'est vraiment très chouette. C'est vraiment le style de dessin que proposent déjà les éditions Kiun, je sais pas, avec des séries comme Gustave de Library ou Isabella Bird, etc., qui sont des séries aussi ouais, avec un peu ce style de dessin très détaillé, et c'est vraiment, je pense, que je préfère dans le manga. Ça me plaît beaucoup, voilà. Donc ces 2 premiers tomes étaient franchement une réussite de mon côté, et comme je disais, j'ai hâte de continuer, j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà, même si on prend un peu de tôt. Et du coup j'ai mis la note de 17 sur 20 au premier tome et de 18 sur 20 au second, qui m'a encore un peu plus plu. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, s'il y en a certains qui vous tentent. Et puis du coup pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!